des premières pistes du coup pour accompagner l'apprentissage de la lecture, donc on l'a déjà évoqué, c'est l'approche phonique systématique pour enseigner le principe alphabétique. Alors, le terme phonique renvoie à la question de l'apprentissage des correspondances graphème-phonème. On l'a vu, il y a un consensus. Cet apprentissage graphème-phonème est à opposer à l'apprentissage d'association mots-écrits, forme orale entière. Et on a la question du systématique qui renvoie à l'enseignement des correspondances graphème-phonème selon une progression. Donc c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Cette progression doit prendre en compte deux paramètres. Donc la question de la fréquence, donc aller plutôt vers des correspondances graphème-phonème fréquentes vers des moins fréquentes. On a également la consistance, ce qu'on disait tout à l'heure, ou transparence de la langue, donc plutôt des correspondances simples où un graphème a une seule correspondance de phonèmes et pas, par exemple, plusieurs graphèmes liés au même phonème. Donc, en plus de ces deux principes, où il y a certains auteurs qui proposent de prendre en compte d'autres caractéristiques. Donc, par exemple, introduire d'abord les voyelles, puis les consonnes pour ensuite travailler sur la combinatoire. Démarrer aussi par des graphèmes simples, puis des graphèmes complexes. Et également de passer par des phonèmes où la prononciation peut être isolée, comme les phonèmes vocaliques. En lien avec cette idée de progression, il y a l'idée de rythme. Donc sur la question des rythmes, il y a moins de travaux. Donc à quelle fréquence on doit introduire les correspondances graphème-phonème. En tout cas, l'ensemble des travaux s'accordent sur le fait que l'introduction doit se faire rapidement. Donc dès le début de l'entrée dans l'apprentissage formel, on doit travailler sur introduire les correspondances graphème-phonème. Donc l'étude de 2019, ici c'est une étude norvégienne qui indique que finalement l'approche la plus commune dans beaucoup de pays, c'est d'introduire une correspondance graphème-phonème par semaine. Le rapport de Guagou sur les pratiques de lecture indique que voilà, le résultat qui est mis en évidence sur la pratique la plus efficace, c'est 12 à 15 correspondances graphème-phonème dans les 9 premières semaines, qui serait le rythme le plus efficace. Donc c'est une observation des pratiques, et dans la pratique, on met en évidence la pratique la plus efficace. Ça ne veut pas dire que c'est la pratique la plus efficace dans l'absolu, hein, et donc dans l'ensemble on peut dire qu'une introduction de 2 correspondances graphème-phonème par semaine serait à privilégier. Alors je vous ai mis un exemple de progression. Alors c'est pas tant un exemple de progression, c'est plutôt des pistes qui prennent pour penser peut-être ses outils ou sa classe. Ici avec 3 séquences qui répartissent un petit peu les correspondances graphème-phonème en fonction des caractéristiques dont on a parlé précédemment, donc la fréquence et la consistance. Donc c'est ce travail par Sprenger-Charol, du coup il a été pensé sur la base de Manulex Morpho, qui est une base de données qui recense du coup tous les mots avec des marques morphologiques issus de 54 manuels de primaire, donc c'est en accord avec les outils qui sont utilisés dans la classe, ça matche plutôt pas mal. Et il y a donc du coup une seconde étape. Donc là, je ne vous l'ai pas mis dans le diaporama puisque nous, on est sur une focale sur l'entrée dans la lecture. Donc j'ai pris plutôt ce tableau-là. Mais dans le papier, vous avez également d'autres pistes sur ce qui vient ensuite, donc plus en lien avec le développement des connaissances orthographiques en fait. Et donc pour une opérationnalisation un petit peu plus, où l'usage est un petit peu plus clé en main, donc vous avez cet outil avec une proposition de répartition des graphèmes phonèmes donc sur les différentes semaines. Alors, maintenant, on va passer du coup aux prédicteurs de la réussite en lecture. Donc, le premier levier, c'est cette idée d'apprentissage systématique, explicite.
et phonique. Et donc, le deuxième levier proposé ici, c'est de discuter un petit peu des prédicteurs de la réussite en lecture. L'idée est de renforcer un petit peu les connaissances préparatoires liées à la lecture. Alors, c'est quoi la notion de prédicteur? Les prédicteurs, c'est lié à des relations causales entre des compétences précoces et le niveau ultérieur de lecture. Donc, souvent, ce sont des études longitudinales, on suit les enfants dans le temps. Et cette relation causale, elle marche dans les deux sens, c'est-à-dire si on est plutôt bon en phonologie, en lettres, etc., on est dans des conditions favorables pour développer des mécanismes d'identification de mots écrits efficaces. Alors ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais en tout cas on est dans des conditions favorables pour rentrer dans la lecture. Si effectivement on est plutôt faible sur la phonologie et les lettres, par exemple, dans ce cas-là, on est considéré comme à risque de difficultés en lecture. On peut faire des hypothèses fortes parce qu'on sait qu'il y a des relations causales qui existent au cours du développement entre ces prédicteurs et le niveau ultérieur de lecture. Donc du coup, on est dans une dimension de prévention ou de remédiation lorsqu'on est dans une situation de faible décodeur. J'ai mis la petite image de la maison de numéro bis. On voit bien que si les fondations ne sont pas solides, on peut construire un petit peu l'apprentissage, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc l'idée ici, c'est un petit peu de redynamiser le développement en retravaillant des compétences finalement fondatrices pour pouvoir redynamiser derrière les étapes ultérieures dans l'apprentissage de la lecture. Alors, quelles sont les habiletés liées à la précision en lecture? Bon, la première étape, lorsqu'on apprend, c'est pas être fluent, c'est bien d'être précis dans les correspondances graphème-phonème, dans les connaissances. L'automatisation vient ultérieurement, on l'a vu, le fait d'être précis en décodage phonologique va m'aider aussi à être ultérieurement fluent. Donc là, ici, on est sur une méta-analyse. Alors la méta-analyse, c'est une recherche avec un fort niveau de preuves scientifiques. Ici, on voit bien qu'elle regroupe 61 études longitudinales, donc on suit bien les enfants dans le temps. Ils sont évalués à 4 ans et demi sur la connaissance des lettres, la phonologie, le vocabulaire en réception, la mémoire verbale, la mémoire visuelle, le QI non-verbal et la compréhension orale. Et on regarde un petit peu le niveau de lecture à 6 ans, la précision de lecture, donc du décodage à 6 ans. Et qu'est-ce que montre en fait cette étude? C'est que la force d'association est élevée et quasiment forte pour la connaissance des lettres et la phonologie en particulier. On voit bien que le lien avec le vocabulaire est plus faible, la mémoire verbale, la mémoire visuelle, le QI non-verbal, la compréhension orale. La corrélation, plus on est proche de 0, plus les deux sont indépendants. Ce qui signifie bien que la connaissance des lettres et la phonologie sont fortement liées à ce qui va se passer ultérieurement au niveau de la lecture. Alors, ici, on est vraiment dans une focale développementale, on est vraiment sur une fenêtre qui est dans l'entrée de la lecture. Si on a une focale un petit peu, on ouvre un petit peu sa vision, qu'est-ce qui se passe après? En fonction du niveau d'expertise. Donc, en l'occurrence, à partir de 8 ans. En CE2, il y a une fluence à peu près qui se met en place. Alors, je tiens quand même à bien souligner qu'il ne faut pas confondre niveau d'expertise avec l'âge chronologique. Parce que l'âge chronologique est effectivement un point de référence, mais on est vraiment ici sur la question de l'automatisation des processus. Lorsqu'on évalue les difficultés d'un élève, on va penser l'écart à la norme, l'âge, mais il va falloir à un moment donné aussi se questionner sur l'automatisation des processus pour pouvoir être au plus près, finalement, répondre au plus près des besoins des objectifs d'apprentissage de l'individu. Donc, admettons le niveau d'expertise à 8 ans. Dans ce cas-là, les difficultés sont moins liées aux connaissances phonologiques. Forcément, c'est logique. La voix phonologique se met en place, elle est automatisée, hop, plus de problème. Donc ça veut dire que les problèmes observés, notamment en compréhension, ne sont plus dus à la voix phonologique, mais plutôt aux connaissances orthographiques et morphologiques, puisqu'elles sont en cours de développement, cette expertise est en cours de développement. Donc dans cette perspective plus large, finalement, il y a une bascule développementale à un moment donné qui va s'opérer. Chez les jeunes enfants, effectivement, la source des difficultés sera fortement liée à l'identification de mots,
au décodage en particulier, et hop, si on remonte la chaîne développementale, à la connaissance des lettres et à la phonologie. Si on avance dans le niveau d'expertise, forcément, les sources de difficultés ne vont pas être les mêmes parce qu'il y a des automatisations qui se mettent en place, et du coup, ça va renverser un petit peu ça va changer le paysage, en fait, sur l'origine des difficultés. Alors, là, je voulais quand même attirer l'attention sur l'idée qu'on est sur des prédicteurs universels du code alphabétique. Donc, dans cette étude, l'idée, c'est de regarder l'influence de précurseurs liés au code ou au langage oral sur la lecture chez des enfants de 5 ans, donc soit anglais, espagnol, tchèque ou slovaque. Donc ici, on a quand même un bon échantillon, hein, puisqu'on est à peu près à 300-400 enfants. Donc, je vous mets le petit schéma, hein, ne vous inquiétez pas, on va le commenter. Donc, au temps 1, on est sur un équivalent de grande section de maternelle. Au temps 2, on est sur un équivalent de CP. Et au temps 3, on est sur un équivalent du coup de CE1. Hein. Dans la question des langues ici, et ça rejoint un peu ce qui avait été évoqué tout à l'heure, l'espagnol, le tchèque et le slovaque, on est davantage sur des orthographes qui sont consistantes, transparentes, en l'occurrence, qu'un graphème est connecté à un phonème, alors que sur l'anglais, on est sur des langues opaques, le français étant peut-être plus proche de l'anglais, mais peut-être pas autant opaque que l'anglais. Donc dans cette étude, que montre cette étude? Que finalement, qu'est-ce qui est lié au niveau de décodage au CP? C'est le niveau de décodage préalable, on est bien d'accord, mais on est bien d'accord qu'il y a toujours la conscience phonologique, la connaissance des lettres qui sont liées au niveau futur de décodage, et il y a également, ce qui est indiqué ici, c'est le RAN. Le RAN, c'est la dénomination rapide des lettres, et on en parlera, ou des lettres, ou des objets, des couleurs, enfin on en parlera sur la suite de cette présentation. Ce que montre cette étude et cette idée de prédicteur universel, c'est que finalement, dans les 4 langues, les variations à 5 ans en conscience phonologique, en connaissance des lettres et dans le RAN, vont prédire les variations de décodage au grade 1, en l'occurrence au CP. Donc on a bien à nouveau ces 2 précurseurs dont on a parlé précédemment, hein, mais on a aussi le RAN, dont on parlera tout à l'heure, qui est un indice davantage de l'automatisation des connaissances. Alors là maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu plus précisément de chacun de ces prédicteurs et de démarrer du coup par les habiletés phonologiques, qui est un prédicteur de la précision en lecture. Donc ici, on est bien sur la dimension de la phono, donc c'est vraiment un travail d'écoute, hein, il n'y a pas d'écrit, parce que dès qu'il y a de l'écrit, on n'est plus dans de la phono, on est dans du code. Donc ça, c'est en termes de pratique aussi, c'est quelque chose des fois qu'on observe. Dès qu'il y a de l'écrit, on n'est plus dans de la phono, même si on propose des tâches de phono en fait, on est dans du code. Alors, c'est quoi les habiletés phonologiques? Les habiletés phonologiques, finalement, donc c'est la capacité à manipuler les unités de parole, donc c'est une compétence large, et la conscience phonémique fait partie des habiletés phonologiques. Donc la conscience phonémique, c'est la conscience que les mots sont formés d'unités phonologiques discrètes, abstraites et manipulables. Manipulables intentionnellement, puisque c'est bien le terme conscience qui est indiqué. On a bien compris que la conscience phonémique est difficilement, il est très compliqué du coup de développer la conscience phonémique du fait du statut problématique du phonème, qui, on rappelle, n'est pas un traitement conscient, c'est une unité de représentation mentale à construire, hein, et que donc il ne faut pas confondre finalement phonème et son. Un son, ça s'entend. Un phonème, c'est une représentation mentale. Quelque part, il ne s'entend pas. D'accord ? S'il n'est pas construit, il ne s'entend pas. On ne peut pas matcher, en tout cas. La conscience phonémique est fortement prédictive des difficultés de décodage. Donc on est bien sur cette idée de précision
hein, des représentations mentales. Et donc, il y a des méta-analyses qui montrent que, effectivement, c'est bien, dans les habiletés phonologiques, c'est bien la conscience phonémique qui est le plus liée au décodage. Un exemple de tâche en conscience phonémique, ça peut être une tâche de comptage de phonèmes. Alors, on peut dire une tâche de comptage de sons lorsqu'on est en contact avec l'enfant, mais nous, on sait conceptuellement que si on ne traite pas des sons, on traite bien des phonèmes. Et donc, par exemple, combien de sons tu entends dans le pain, ou tu écris autant de ronds que tu entends de sons. Enfin, voilà. Donc, on peut, mais l'idée, c'est la même. On ne prononce pas forcément le phonème, mais du coup, voilà, on regarde bien quelle unité mentale est traitée. En fonction de la réponse, on sait qu'est-ce qu'il traite. On sait s'il traite la syllabe, on sait s'il traite la lettre, et on sait ce qu'il traite. On peut faire des hypothèses fortes sur qu'est-ce qu'il a fait durant la tâche. Et donc ici, la conscience des phonèmes et les habiletés phonologiques plus largement contribuent au développement des représentations phonémiques. Donc on comprend bien pourquoi la phonologie est bien un prédicteur de la voix phonologique, puisque j'ai besoin des phonèmes pour construire le code alphabétique qui lui-même est impliqué dans la voix phonologique. Alors, un élément pour que vous soyez bien convaincus de cette relation causale, ici on est sur la question des différences entre les enfants. Dans cette étude, donc c'est une cohorte aussi, ils ont établi des profils sur la base de la conscience phonologique, donc équivalent grande section de maternelle, et ils ont regardé les trajectoires développementales en CP et en CE1, enfin équivalent CP et CE1, sur la lecture. Alors, c'est une démonstration, c'est pas à faire une généralité, mais ils ont trouvé 5 profils dans cet échantillon. En conscience phonologique, équivalent donc grande section. Ce qu'on observe ici, si vous regardez à gauche, vous voyez déjà qu'il y a un écart extrêmement important entre les 5 profils. Vous avez des enfants qui effectivement sont très faibles et des enfants déjà qui sont plutôt forts au début de l'expérimentation. Alors ici, on est bien d'accord, on décrit le développement naturel avec des guillemets, des processus. C'est-à-dire ils vont à l'école, mais il n'y a pas d'intervention spécifique qui sont proposées à ces enfants-là. D'accord ? Et donc déjà un écart initial, et on voit que l'écart s'accentue au cours du développement, alors qu'ils vont tous à l'école, voilà. Et pour autant, les écarts s'accentuent au cours du développement. C'est dû évidemment aux trajectoires des courbes, aux alphas des courbes, qui fait que, au cours du temps, s'il n'y a rien qui est mis en place, les écarts se creusent. Et ce qu'on voit, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un lien fort entre les alphas des courbes, finalement, de ce qui se passe en grande section, et ce qui se passe dans l'apprentissage de la lecture au CP, au CE1. On voit bien qu'il y a une corrélation forte. Notamment, je prends le premier profil en bas, c'est des enfants qui ne progressent pas sur les 4 temps d'évaluation. Ils ne progressent pas en phonologie, on voit bien que ça ne décolle pas pour la lecture. Les gamins du groupe au-dessus, c'est pas terrible en phono, ils ne décollent pas trop en lecture. Et on voit bien qu'il y a bien cette relation de prédiction en prenant en compte l'individualité, des différences interindividuelles. On n'est pas sur des généralités, mais bien si on regarde les trajectoires des enfants, on a bien cette dimension de phonologie qui est finalement commune, un facteur explicatif commun sur les trajectoires. Donc en résumé sur cette publi, les profils en conscience phonologique à 5 ans sont hautement prédictifs de ce qui est observé en CP, CE1 en lecture. Les enfants en difficulté à 5 ans vont développer plus lentement leur capacité de lecture, d'où le fait que les alphas sont plus faibles. Et alors, par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, les enfants faibles, on voit bien qu'ils restent dans la même trajectoire développementale. Ça montre bien que c'est des enfants, ces enfants-là, il y a besoin de creuser un petit peu plus pour pouvoir ensuite mettre des choses en place pour redynamiser les trajectoires développementales. Et un des leviers, on a bien compris, c'est de travailler sur les prédicteurs et notamment la phono, les lettres sur le début de l'apprentissage.
Alors, du coup, la question qui vient après, c'est comment les habiletés phonologiques se développent pour justement accompagner cet apprentissage. Donc la phonologie, c'est un domaine à facettes multiples qui se développe suivant un continuum. Donc il y a 4 aspects finalement à considérer dans les habiletés phonologiques. Le premier, c'est la question de manipulation. Donc par exemple, on peut demander de détecter, fusionner, supprimer. Alors ça va renvoyer à la question de la complexité des épreuves. Donc je vais en dire un mot dans la diapo d'après. Le deuxième point, c'est la taille des unités linguistiques sur lesquelles on va travailler. On peut commencer à entrer dans cet apprentissage en travaillant sur des unités larges, comme le mot, puis ensuite aller vers des unités plus réduites, donc syllabes, phonèmes. Et on sait que d'un point de vue développemental, le pouvoir prédictif du phonème est supérieur à celui de la syllabe et de la rime, en termes de pouvoir explicatif des difficultés de lecture ou de la réussite de lecture. Attention, ça ne veut pas dire que la syllabe ou la rime n'ont pas d'intérêt dans le développement des habiletés phonologiques. Ceci dit, ce n'est pas ces unités-là qui vont permettre d'être dans de bonnes conditions pour entrer dans la lecture. Donc d'un point de vue développemental, la rime, la syllabe, la rime commence à éduquer un petit peu le travail d'écoute, la syllabe est une unité saillante, donc ça permet de rentrer dans ces activités-là, comprendre ce que c'est la phonologie, et ensuite effectivement basculer sur un travail plus lié à une manipulation consciente des unités et ultérieurement aller vers des unités plus réduites. Autre élément sur lesquels on peut jouer lorsqu'on travaille sur les habiletés phonologiques, c'est la position de l'unité dans le mot qu'on peut manipuler. On sait que d'un point de vue développemental, travailler sur des manipulations en position initiale du mot sont plus faciles que des positions finales ou que des positions médianes. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que finalement, ces éléments-là vont pouvoir permettre de penser les contenus d'apprentissage dans une idée de progression et d'être toujours dans la zone proximale de développement, d'être dans une tâche qui finalement est accessible pour l'enfant et qui va lui permettre effectivement de développer ces habiletés phonologiques. Le dernier point, c'est le degré de traitement intentionnel. Alors, on va vers d'un traitement, ce qu'on appelle épiphonologique. Il s'agit de manipulation sans intentionnalité des unités de parole. La phonologie, elle se développe avec un continuum développemental. On a des connaissances implicites qui préexistent et qui peuvent se développer avant l'apprentissage formel de la lecture. Donc, il y a des connaissances partielles, limitées, notamment liées à la syllabe. La syllabe est une unité de traitement, on l'a vu tout à l'heure, elle est consciente en termes de traitement, elle est saillante. Donc je peux m'appuyer sur la syllabe pour pouvoir rentrer dans ce travail de manipulation des sons. Les enfants, assez facilement en moyenne section, ils arrivent à segmenter bateau, pour autant, il n'y a pas d'intentionnalité dans la segmentation syllabique, ce qui montre bien qu'il y a des connaissances qui sont là et qui peuvent servir de point d'appui pour la suite. Alors, cette sensibilité phonologique va être finalement une base pour l'instruction formelle, où là, on va être dans un apprentissage explicite. On le sait, le phonème, il n'est pas saillant, il faut faire un travail dessus. Donc, il y a besoin d'explicitation, de systématique, et donc forcément, l'attention est fortement mobilisée dans cet apprentissage. Donc, la conscience des phonèmes, elle arrive au bout. C'est le traitement méta. Méta signifie conscience de la phonologie. Ici, la manipulation est avec intentionnalité. Et donc, dans les justifications verbales de l'enfant, notamment, on voit où est-ce qu'on est un petit peu là, si on est du traitement intentionnel ou si finalement on est sur de l'intuitif. Et l'intuitif n'est pas une connaissance en soi, puisqu'elle n'est pas forcément manipulable. Donc, la conscience des phonèmes ne se développe pas naturellement à cause du problème de la représentation du phonème. Donc tout l'enjeu, toujours pareil, c'est on l'amène vers ce traitement du phonème, mais comment on va pouvoir le rendre concret, ce phonème, pour qu'il ait du sens pour l'individu.
Alors, je ne sais pas trop du coup si vous allez pouvoir bien lire ce qui est écrit là. Alors, je vous ai mis un document qui vient d'une fondation anglaise et qui présente ici, par exemple, alors, en fonction du niveau de complexité de tâches. Donc, par exemple, vous avez, alors ici, c'est que des tâches de phonème, hein, mais vous pouvez faire la même chose pour la syllabe, hein, vous avez bien compris, là, on peut être très créatif on peut faire beaucoup de tâches phonologiques finalement, et pas uniquement de la catégorisation ou du jugement, mais au contraire, mais des activités qui justement amènent sur du traitement conscient. La catégorisation, le jugement n'est pas une activité qui met l'individu en analyse et en traitement conscient du langage. Donc l'épiphonologie, par exemple, vous avez une tâche d'isolation de phonèmes ici. Alors l'idée, je crois que c'était de donner, parce que je n'arrive pas bien à lire, de donner 3 mots et de dire quels sont les 2 mots qui commencent par le même son ou quel est le mot qui ne commence pas par le même son. Vous avez des tâches également plus méta. Pourquoi méta? Parce qu'il y a besoin de manipulation consciente. Donc par exemple des tâches de fusion ou des tâches de segmentation. Les tâches qui arrivent en bas de la diapo sont des tâches où il y a vraiment des manipulations extrêmement conscientes avec beaucoup d'opérations cognitives à faire, par exemple addition de phonèmes, délétion de phonèmes, substitution de phonèmes. Donc, autrement dit, il y a une diversité des activités pour évaluer et stimuler. Et le choix des épreuves, finalement, elle est extrêmement importante parce qu'il y a besoin d'analyser les tâches pour vérifier que les tâches correspondent bien aux objectifs que je me fixe, à qu'est-ce que je veux évaluer, et du coup, en fonction de ça, on choisit la tâche correspondante. Ou si j'ai une tâche, comment je l'analyse pour savoir ce qu'elle me dit en termes de résultats, ou ce qu'elle ne me dit pas, et où est-ce que je me situe dans le continuum développemental des habiletés phonologiques. Donc, en résumé, la complexité des tâches ici va varier, c'est ce qu'on a déjà abordé, hein, le niveau de traitement, qui peut être conscient ou pas conscient, la taille des unités, qui peut être large, réduite, la localisation, début, milieu, fin, le type, le nombre d'opérations mentales, ce qu'on disait, substituer, supprimer, etc., ça demande encore plus de manipulation mentale, la gestion de la consigne, que des fois on oublie, et la compréhension de la consigne aussi. Et tout ça, la charge, elle est en mémoire de travail. Donc, voilà, si on n'est pas sur des choses qui sont plus ou moins automatisées ou en cours d'automatisation, la charge de travail peut être rapidement atteinte. Hein. Donc, l'idée, c'est de calibrer les tâches dans la zone proximale de développement, hein, et donc de choisir une tâche en conséquence parce qu'il y a différents niveaux d'habileté phonologique. Donc, pour vous donner un petit exemple avec un outil que vous connaissez certainement mieux que moi, du coup, une tâche ici plutôt facile de segmentation, fusion de syllabes, donc à l'aide de supports imagés. Une tâche un petit peu plus difficile, pour vous donner un exemple aussi, donc une tâche de suppression syllabique. La consigne, par exemple, c'est je te dis citron. Tu dois supprimer la première syllabe. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste tronc? Est-ce qu'il reste orange? Est-ce qu'il reste poisson? Est-ce qu'il reste un dé? Alors là, les erreurs, enfin le matériel n'a pas été choisi au hasard. Hein. Bon, la réponse, je pense c'est bon. Les erreurs n'ont pas été choisies au hasard. Vous voyez, et c'est la question qui a été posée tout à l'heure. On a un distracteur sémantique pour justement vérifier que la personne est bien sur du traitement phono et donc la consigne est comprise. Voilà. On a un distracteur phonologique, citron, poisson, ça finit par le même son. Et on a un intrus. Hein, et donc ça, on regardera tout à l'heure l'analyse des erreurs par rapport à ce qu'on avait dit. Alors, concernant le développement des habiletés phonologiques, alors du coup, on a vu, il y a différents types de traitements, il y a différentes tailles d'unités. Donc ici, en colonne, vous avez une première subdivision avec la taille d'unité traitée, donc syllabe versus phonème. Vous avez dans chaque taille d'unité une autre subdivision qui correspond au niveau de traitement épi versus méta. Et en ligne, vous avez les enfants. Donc, grande section début, grande section milieu, CP début, CP milieu.
Et donc, on regarde un petit peu l'évolution des performances en prenant en considération tout ça. Alors, c'est une étude transversale, hein, ce n'est pas exactement les mêmes enfants évalués dans les 4 groupes, mais ça donne déjà une idée, finalement, du développement. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Si on compare syllabes versus, alors j'enlève ça pour que ça soit plus clair, peut-être, syllabes versus phonèmes, indépendamment du niveau de traitement et de l'âge. Vous allez observer rapidement que tout ce qui est demandé sur la syllabe est forcément réussi par rapport à ce qui est demandé sur le phonème, quel que soit le niveau de traitement, quel que soit le niveau de l'âge. Ça rejoint ce qu'on a dit, hein, la syllabe est une unité saillante, donc forcément les manipulations sont plus faciles d'un point de vue développemental. Si on compare maintenant les colonnes bleues avec les colonnes vertes, on s'aperçoit également que tout ce qui est traitement épiphonologique est supérieur à métaphonologique, donc autrement dit, les tâches sans intentionnalité versus avec intentionnalité sont mieux réussies, quelle que soit la taille de l'unité traitée. Donc que je fasse de la syllabe ou de la phonème, je vais être toujours meilleur sur des tâches où il n'y a pas de manipulation complexe à faire. Voilà. Si vous regardez maintenant la conscience des syllabes, vous verrez qu'elle est antérieure, les scores sont supérieurs comparativement à la conscience des phonèmes. Alors pourquoi? Parce que la conscience des syllabes, c'est la tâche qu'on a vue tout à l'heure, la citron, hein, tu supprimes ta première syllabe, il reste tronc, c'est ça la conscience des syllabes par exemple. Hein. Pourquoi? Parce que la conscience des syllabes est plutôt facile d'accès pour la plupart des non-lecteurs. Donc finalement, si on doit se fixer un objectif, la conscience des syllabes, c'est plutôt pas mal parce qu'on travaille sur une unité saillante et la manipulation est intentionnelle sur cette unité. Hein. Alors, si on doit nuancer les choses quand même, pour l'accès à la conscience phonémique des voyelles est évidemment plus facile que pour les consonnes, hein. Ça on est d'accord, mais de manière générale, voilà, la conscience des syllabes est plus facile à intégrer que la conscience des phonèmes et peut servir de point d'appui. Et vous constaterez évidemment que les écarts diminuent au cours du développement, du fait du développement de l'expertise, des activités liées à une manipulation intentionnelle et davantage ciblées sur le phonème, comparativement à la syllabe. Alors, donc qui est la poule, qui est l'œuf? Donc dans cette focale, dans cette fenêtre développementale où on est, hein, qui correspond donc à l'entrée dans la lecture, il y a des travaux qui montrent que la sensibilité phonologique va prédire le niveau de lecture. Hein, donc la sensibilité phonologique, je rappelle, c'est un travail uniquement à l'oreille, il n'y a pas d'écrit. Hein, et elle sert de base pour l'entrée dans le code alphabétique. Hein, donc dès qu'on intègre des informations visuelles liées à la perception, ou plus largement liées à la perception des formes, hein, on est dans le travail du code. Et le travail du code, c'est intéressant parce que du coup, le fait de rendre concret le phonème par les lettres, hein, c'est parce que les lettres, l'enfant il connaît, il peut manipuler, c'est concret, que du coup le phonème va pouvoir émerger en tant que représentation abstraite en mémoire. Donc finalement la conscience syllabique est un élément intéressant pour entrer dans le code notamment, et l'écrit va permettre de rendre concret le phonème et en retour va permettre le développement de la conscience phonémique. C'est pour ça que la conscience phonémique, souvent, elle émerge plutôt fin CP ou milieu CP et pas trop avant, parce que justement, il y a besoin de l'injection finalement de l'écrit pour pouvoir comprendre cette unité qui n'est pas naturelle, qui n'est pas une unité de traitement naturel finalement pour nous. À part évidemment les enfants qui savent déjà décoder plus tôt, où ils ont cette conscience phonémique, mais souvent la conscience phonémique est le résultat finalement de l'apprentissage du code. Donc l'expérience de l'écrit finalement est nécessaire à un moment donné pour développer la conscience des phonèmes.
Donc là, on est vraiment sur une fenêtre développementale. Si on doit resituer les choses de manière plus large, la littérature montre finalement qu'il y a une causalité réciproque et des relations qui sont extrêmement complexes entre la conscience phonologique et la lecture. C'est-à-dire qu'effectivement, la conscience phonologique est nécessaire pour le développement de la lecture et en retour, la lecture permet de nourrir le développement de la phonologie. Hein? Donc là, c'est sur une fenêtre en particulier, mais de manière générale, on a des relations. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, on a la question de lire-écrire qui sont associés parce que l'un nourrit aussi le développement de l'autre. Alors, du coup, il y a des études qui se sont intéressées du coup aux entraînements à la conscience phonémique. Les entraînements à la conscience phonémique, donc ici par exemple une méta-analyse de 52 études, qu'est-ce qu'elle fait ressortir sur l'entraînement à cette compétence préparatoire, qui a une taille d'effet large directement sur la compétence visée. Bon, j'ai envie de dire t'as mieux, hein, c'est quand même... voilà, mais surtout, on a un effet par extension sur la lecture et l'écriture. Comme ça, hyper intéressant. Le fait d'entraîner cette compétence préparatoire a un effet en cascade, alors que je n'ai pas travaillé la lecture, sur la lecture et l'écriture. Hein. Et il y a également en conséquence une amélioration sur la compréhension. L'effet, il est mis en évidence sur des populations extrêmement différentes, donc des prélecteurs, des lecteurs qui soient au développement typique ou en difficulté, quel que soit le niveau socio-économique, bas ou moyen. L'effet observé est plus large lorsqu'on travaille en petits groupes, et notamment des petits groupes peut-être avec des besoins éducatifs particuliers, similaires, si on est vraiment sur du suivi d'élèves en difficulté. Le temps consacré peut être de 5 heures à 18 heures d'entraînement dans ces études qui sont rapportées. Au-delà de 18 heures, on peut noter une persistance des difficultés et là se questionner peut-être un petit peu plus sur la question des besoins éducatifs. L'effet plus large est observé lorsque une ou deux habiletés phonologiques sont ciblées, plutôt que de travailler sur beaucoup de choses en même temps. Et, pas de surprise aussi, l'effet supérieur est observé lorsque les lettres sont associées. Donc l'idée de rendre concret le phonème avec une dimension audiovisuelle va renforcer en cascade le développement de la phonologie. Pour résumer sur cette partie, donc les habiletés phonologiques est un bloc non homogène de connaissances. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses dedans et que donc il y a tout intérêt à être un peu précis sur qu'est-ce qu'on y fait. Des connaissances implicites antérieures aux connaissances explicites, ce qui signifie qu'on a un tremplin ici pour aller vers un travail explicite. Des relations bidirectionnelles entre phonologie et lecture au cours du développement. On l'a dit, la sensibilité phonologique permet le développement de la lecture, qui en retour, parce qu'on a la dimension visuelle des lettres qui ramène du concret, va aider au développement de la phonologie. Donc, et la conscience phonémique, évidemment, est la plus prédictive des difficultés en lecture, puisque le phonème est lié au code alphabétique. Donc, pour préparer ou choisir une activité ou réfléchir sur des activités existantes, l'enseignant doit réfléchir, me semble-t-il, à la taille des unités traitées, aux positions de l'unité, degré de traitement, opérations cognitives qui sont demandées. L'idée est dans une perspective d'analyse de la tâche pour pouvoir estimer est-ce qu'on est dans la zone proximale de développement, voilà, d'où est-ce que se situe l'enfant et comment l'amener vers un niveau plus 1. Voilà pour cette partie. On peut peut-être prendre des questions, si vous voulez. Alors, pardon pour ce petit intermède un petit peu lent. Donc là, je vais pouvoir relayer en fait
quelques questions, hein, un certain nombre même, qui ont été posées par nos auditeurs. Alors, dans un premier temps, une question sans doute très simple pour vous, parce qu'il s'agit de clarifier un terme que vous avez employé à plusieurs reprises et qui manifestement n'a pas été bien compris. C'est la notion d'intentionnalité, notamment quand vous avez évoqué le degré de traitement intentionnel, après avoir parlé de manipulation, de l'importance de la taille des unités linguistiques, de la position de l'unité dans le mot. Il y a ce concept-là d'intentionnalité qui semble un petit peu obscur pour certains de nos, pour beaucoup, je crois, de nos auditeurs. Donc voilà, ça c'est le premier point. Alors, je réponds. Ok. Si vous voulez. Alors, l'idée ici d'intentionnel, l'idée c'est effectivement l'attention qu'on va diriger effectivement dans la tâche. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont implicites. L'apprentissage implicite, un des mécanismes, c'est l'extraction de régularités statistiques dans l'environnement. Et donc, parce que je suis en contact avec des régularités statistiques, le cerveau, il va se dire, bon, bah, si je suis en contact fréquemment avec ce truc-là, c'est que ce machin-là, il est important pour me représenter ma langue ou pour donner du sens à mon environnement. Donc, il va renforcer les connexions cérébrales. Inversement, cette information, je ne la rencontre pas trop dans mon environnement. Le cerveau va se dire, bah, c'est pas trop pertinent pour moi, et il va effectivement pas forcément renforcer cette information. Donc là, cet apprentissage, il est implicite dans le sens où vous n'avez pas eu à focaliser votre attention, par exemple, sur le fait que dans bateau, il y a 2 syllabes. C'est parce que vous avez entendu bateau, balai, que vous avez compris qu'au bout d'un moment, ce truc bas, il était régulier, il revenait dans des mots différents et que du coup, à bas, c'est une unité pertinente de traitement pour me représenter ma langue. Donc, vous n'avez pas eu d'apprentissage explicite, si on doit l'opposer avec implicite, de ce truc-là. Le langage oral, notamment, les mécanismes liés au langage oral sont issus en grande partie d'apprentissage implicite. Au bébé, on ne va pas lui dire, quand on lui fait une phrase, on ne va pas lui dire, mais ça c'est le sujet, ça c'est le verbe, ça c'est le complément. On va lui faire des phrases et au bout d'un moment, il va comprendre parce que l'organisation des phrases va changer. Un même mot va se retrouver dans des phrases différentes et donc il va comprendre la notion de... Il va stocker les mots, il va stocker les représentations sémantiques, ce qu'on a dit dans la première diapo. Et pour les unités de traitement plus réduites, comme la syllabe, c'est un peu la même chose. Donc là, ici, quand je parle de manipulation sans intentionnalité, c'est ça que le gamin, il ne sait pas qu'il fait de la segmentation syllabique. C'est juste que c'est une connaissance qu'il a intégrée parce que le bain langagier a été de cette manière-là. Et donc, il l'a intégré. Mais le phonème, ce n'est pas possible. Le phonème, on l'a vu, ce n'est pas une unité perceptiblement audible en tant que telle. Donc, du coup, il y a besoin d'un apprentissage explicite là-dessus. Et c'est là où l'idée de manipulation intentionnelle va arriver. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait une activité, me semble-t-il, et ça, les enseignants le font... de ma petite expérience, ça peut se pratiquer, mais quand on a un résultat, le résultat il dit quelque chose, mais il y a nécessité derrière de vérifier que les traitements cognitifs associés à ce résultat sont les bons. Je prends un autre exemple pour décentrer un peu. Par exemple, la lecture du prénom en petite section, on voit bien qu'au départ, les enfants ils vont dire « Ah, ça c'est mon prénom » ou « Ça c'est le logo », enfin, il va y avoir des logos. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de traitement des graphèmes phonèmes derrière. Il reconnaît une image. Il a des traitements liés au dessin. En fait, il traite le mot comme un dessin. Représentations mentales ne sont pas des traitements langagiers liés à la phonologie en tant que telle. D'ailleurs, si vous lui dites « Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Comment tu sais qu'il y a écrit tel prénom ?» Il y a des fois, ils ne savent pas. Donc, il y a l'importance de la justification verbale pour vérifier que la nature des traitements associés est la bonne. Parce que des fois, on a une compétence qui est là, on a l'impression que le résultat est bon. Donc, on se dit, ah ben c'est bon, la compétence est là. Et en fait, derrière, si on va chercher, on les met en situation d'évocation, ou en tout cas, on essaye d'expliciter les traitements, on s'aperçoit que des fois, ce ne sont pas les bons traitements associés aux activités. Donc là, l'idée d'intentionnalité, c'est vraiment celle-ci. C'est-à-dire que je manipule le langage avec intentionnalité et je sais qu'est-ce que je dois faire concrètement sur ce truc-là. Ce n'est pas un hasard qu'on en est arrivé à dire que citron, si je supprime la première syllabe, il me reste tronc, quoi. Voilà.
J'espère que ça répond. En fait, si j'essaie de traduire en vulgarisant sûrement, c'est une question d'enseignement explicite, d'intentionnalité dans le geste pédagogique, en fait. Ça renvoie à ça. C'est une question d'orientation de l'attention sur l'objet. Oui, peut-être j'aurais dû le reformuler comme ça, vous avez raison. C'est une question d'orientation de l'attention sur l'objet d'apprentissage. Oui. C'est-à-dire que l'attention est dirigée sur le contenu d'apprentissage, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on est dans l'environnement. On ne va pas tout, voilà, et pour autant on apprend, mais l'intentionnalité, voilà, tout à fait. Voilà, je crois que c'est très clair maintenant pour tout le monde, je pense, et notamment on a beaucoup travaillé sur les notions d'enseignement explicite et implicite, et là je crois que ces catégories-là parlent très clairement à nos auditeurs. Alors après, une question qui est en même temps une remarque que je trouve très intéressante. Vous avez donc souligné à plusieurs reprises la difficulté de perception du phonème par rapport à la notion de syllabe. Et alors, un de nos auditeurs dit, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être utiliser un autre terme que phonème pour essayer de rendre, notamment peut-être les enseignants, inconscients de cette abstraction, et elle ou il propose le mot bruit. Est-ce qu'un phonème est un bruit? Non, mais c'est une excellente question. Après, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec les terminologies. Le principal, c'est que les concepts derrière soient bons. C'est ça. Après, j'ai pas, voilà. Pour moi, le bruit de la lettre, c'est une autre dimension, et j'en parlerai pour la connaissance des lettres. Mais le principal, c'est que les concepts soient clairs, en fait, pour les gens. C'est-à-dire que moi, je distingue le son du phonème. Pour moi, un son, on l'entend, et il est composé de phonèmes. Un son, pour moi, est une syllabe. C'est saillant. L'unité la plus petite saillante, c'est la syllabe. Et la syllabe est composée de représentations phonèmiques. Alors, effectivement, dans les consignes aux enfants, on ne va pas forcément lui dire combien tu entends de phonèmes, ou on va lui parler de son. Mais nous, en tant que penseurs, on doit être bien conscient de à quoi renvoie le mot qu'on utilise, et qu'est-ce qu'on y met derrière, et comment on s'en saisit derrière pour analyser les performances de l'enfant, en fait. D'accord. Très bien, c'est très clair. Et alors, une question très connexe sur l'importance du nom des lettres. Parce que là, c'est le sujet d'après. Alors, bon, donc on la garde pour... ou s'il y a d'autres questions, on pourra en parler. Il y a deux questions très proches sur l'importance de l'apprendre la comptine de l'alphabet, mais ça revient à nommer les lettres. Oui. Et puis, le travail autour du nom des lettres n'entraîne-t-il pas une entrave à la découverte des correspondances graphophonémiques? N'était-il pas préférable de travailler le son des lettres? Donc on garde ça pour la suite peut-être Oui, et puis si je ne pense pas y répondre, on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. Alors ça va me permettre d'aborder une autre question que je trouve très intéressante aussi, toujours sur la perception du son, mais il me semble que là il y a aussi l'approche du code. Certains collègues interrogent la pertinence des méthodes gestuelles, type Borel-Mézoni, vous savez, vous connaissez. C'est la question classique. Mais aussi en même temps celle des alphas, alors qui est différente. C'est pas gestuel puisque c'est une façon de narrativiser l'apprentissage des lettres. Mais justement là, on n'est plus complètement dans le son parce que quand on apprend Borel-Mézoni, on rentre dans le code. Oui. Donc ça renvoie à ce que vous développiez à la fin de votre intervention. Borel-Mézoni, c'est plus effectivement pour aider aux connexions, en fait. Après, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas didacticienne, je ne suis pas spécialiste de ces méthodes, donc c'est un point de vue, mais voilà. Je pense vraiment que ça dépend des besoins éducatifs des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants où effectivement cette entrée par la gestuelle va être une médiation pour les aider à connecter. C'est un peu la même idée que le Makaton, le PEX, qui sont d'autres outils qu'on peut utiliser, qui vont être une aide, un tremplin pour le développement du langage oral, par exemple. Je pense que c'est un peu ça peut être des leviers pour certains enfants. Pour d'autres enfants, si ça ne répond pas à un besoin d'apprentissage, malheureusement, ce sera contre-productif de mon point de vue parce qu'on va leur demander d'apprendre encore plus un autre langage. Alors déjà, ils sont en difficulté sur... Voilà. Donc, ça va être un épuisement des ressources cognitives qui vont partir dans autre chose, finalement.
et qui ne vont pas servir l'objectif d'apprentissage qu'on s'est fixé initialement. Donc je pense pour Borel-Mézoni, c'est quelque chose à utiliser peut-être à bon escient. En fonction du public accueilli. En fonction vraiment du public. Et voir même peut-être davantage dans le cadre d'ASH par exemple, ou des enfants qui ont des particularités sur les questions phono, ou dans des situations peut-être spécifiques. Et sur les alphas, vous avez le même regard. Alors, les alphas, on les voit beaucoup dans les classes. Oui. Ça a un succès fou toujours. Oui. Après, c'est ludique. Donc, du coup, c'est vrai que les enfants, ils accrochent plutôt bien sur... Après, les alphas, je pense qu'à partir d'un certain âge, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de cette entrée-là. Faut voir un petit peu peut-être à quelle tranche d'âge ça serait peut-être plus adapté pour la maternelle peut-être. Après ça peut aider, mais pareil, est-ce que les enfants en ont besoin pour apprendre la forme des lettres? Ça, en tout cas, je ne connais pas de travaux qui évaluent l'impact spécifique de la méthode Borel-Mézoni ou la méthode spécifique des alphas. Donc, moi, mon point de vue, c'est juste une analyse que je peux faire, mais qui n'est pas, pour moi, une preuve scientifique en soi. Oui, d'autant que la forme des lettres est très stylisée, en réalité, dans la méthode des alphas, et qu'elle peut être troublante, à la limite. Oui, et d'ailleurs, ça, je vais en dire un mot par la suite sur la question des allographes et leur impact dans l'apprentissage. Est-ce qu'on peut encore prendre une question? Alors, donc j'en ai encore une qui était posée sur la première partie, mais que j'avais gardée pour la suite parce que je pensais qu'elle était plus pertinente à ce moment-là. Toujours sur la question des unités de la langue pour travailler les sons, la question du mot, qui est donc l'unité la plus saillante, la plus visible. Mais pour autant, c'est vrai que beaucoup d'enseignants de maternelle expriment la difficulté qu'ils ont à faire percevoir le mot aux enfants, puisque dans la chaîne sonore, effectivement, à l'oral, le mot n'est pas conscient chez l'enfant. Et très souvent, en tout cas, moi je suis souvent confrontée à cette question des enseignants maternels. Comment est-ce qu'on fait pour faire percevoir le mot? C'est très difficile. Il y a des élèves pour lesquels ça vient tout de suite, et puis d'autres, vraiment, on n'y arrive pas. Alors là, est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus? Alors, en toute honnêteté, je n'en connais pas. Après, je pense que ça vient du fait, on l'a dit tout à l'heure, qu'on est sur un apprentissage implicite et que du coup, il y a besoin de conscientiser. Et que là, clairement, on leur demande d'avoir une attention auditive. Oui. Et là, on rentre dans des choses beaucoup plus développementales aussi. Parce que il y a aussi le niveau de développement de l'attention visuelle ou de l'attention auditive qui peut avoir un impact dans l'apprentissage. Donc il y a aussi ces aspects il faut distinguer le développement de l'apprentissage aussi. C'est pas la même chose. Et finalement, l'apprentissage va dépendre du niveau de développement. Et en maternelle, on est encore sur des choses qui se développent sur le traitement visuel, sur le traitement de la phonologie. Et là, on leur demande quelque chose qui, effectivement, pour certains, on a besoin d'amener à la conscience ou d'expliciter un petit peu c'est une première entrée. Alors, la rime, c'est quelque chose, le passage par la comptine peut être déjà aussi une entrée sur moins formelle, peut-être sur le travail des sons. Oui. Et après, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se faire à ce niveau-là, mais en termes de niveau de conceptualisation, on est déjà à quelque chose de plus complexe, me semble-t-il. Et précisément, il me semble que c'est un exemple de l'importance du code dans l'apprentissage. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce mouvement de va-et-vient entre la conscience phonologique puis phonémique et l'entrée dans le code écrit qui lui-même permet de nourrir cette conscience des sons et du phonème. Il est évident que quand on voit la chaîne des mots écrite, on a accès à ce que c'est qu'un mot, alors que la chaîne sonore ne permet pas cette identification. Oui, en tout cas, au niveau conscient, l'accès conscient à l'information est beaucoup plus complexe. Oui. Ouais. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. On peut aborder la dernière partie de votre conférence. Je crois que vous allez nous parler maintenant d'évaluation. Alors, ce n'est pas la dernière partie. Pardon. Je brûle des étapes. Non, mais après, on fera en fonction du temps. D'accord. Vous me direz.